Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes donc rassemblés, cela vient d'être rappelé, à l'initiative de notre groupe pour débattre de la fraude dite aux dividendes, phénomène mondialisé, quelque peu tentaculaire et aux complicités multiples. Il s'agit d'un braquage pour les finances publiques. Ce braquage annuel aurait débuté dans les années 2000 pour un montant inconnu, mais qui a quand même sans cesse été réévalué. Aussi, même si le parquet national financier, le PNF, évoque prudemment 1 milliard d'euros annuels, le préjudice pour les contribuables de notre pays culminerait à au moins 33 milliards sur les 20 dernières années, pour un montant d'au moins 140 milliards d'euros au niveau international. Les montages sont complexes, mais il importe ici de les présenter brièvement. Je cite: les transactions Cum-Ex et Cum-Cum, selon le jargon de la sphère, repose sur la notion cardinale d'arbitrage de dividendes, qui consiste à transférer rapidement et entre plusieurs intervenants la propriété d'actions, de droits ou de titres avec et sans droit à dividendes dans l'objectif d'échapper aux retenues à la source applicables. Lorsque des droits sont attachés à l'action, on parle de cum. Quand il n'y en a aucun, on parle d'ex. On résulte un double bénéfice frauduleux, non-acquittement de l'impôt et retenue à la source reversée sous forme de crédit d'impôt indûment perçu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que depuis 2005, aucune pratique de Cum-Ex n'a été relevée par vos services? Votre réponse nous intéresse grandement, mais en tout état de cause, deux phénomènes auraient toujours cours, un phénomène interne et un phénomène externe. Dans le premier, le propriétaire de l'action la prête autour de la date du versement des dividendes à un résident français, le plus souvent un établissement financier. Ce résident français n'est soumis à aucune retenue à la source et rétrocède le dividende à son véritable bénéficiaire en échange d'une commission. Dans le second cas, l'action est prêtée à un résident dont la convention fiscale avec la France ne prévoit pas de retenue à la source. Ces destinations fiscales sont bien connues et il faut les nommer: l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, partenaire européen, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar. Je me souviens à cet instant que Jérôme Kerviel avait évoqué ce phénomène à l'occasion d'une audition à huis clos, le 8 octobre 2013, dans le cadre de la commission d'enquête sur la fraude fiscale que nous avions conduite. Nathalie Goulet en faisait partie. Il en décrivait le mécanisme, la pratique connue et reconnue, le gain facile et frauduleux. Comment croire dès lors que l'administration fiscale, avec la compétence qui est la sienne, n'aurait engagé qu'en 2017 des contrôles sur les cum-cum dits internes, comme l'affirmait M. Frédéric Iannucci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques, devant le Sénat le 1er décembre 2021. Cette administration fiscale, je souhaite la remercier, la féliciter pour sa pugnacité et l'encourager à poursuivre ses investigations sans relâche, à exploiter les documents et les données recueillis dans le cadre des perquisitions engagées simultanément dans 5 établissements bancaires, BNP Paribas et de sa filiale Exane, ainsi que Société Générale, Natixis et HSBC. Ce coup de filet conduit par 16 magistrats du PNF et plus de 150 enquêteurs, accompagnés par 6 procureurs du parquet de Cologne en Allemagne, au titre de la coopération judiciaire européenne, atteste de l'action résolue de l'administration. Je dois dire que ce scandale est d'autant plus choquant qu'il s'agit des 3 principaux spécialistes en valeurs du Trésor, c'est SVT, comme on les nomme, qui achètent puis traitent la dette française sur les marchés financiers internationaux. C'est SVT qui deal aussi des actions et les dividendes associés au mépris de la loi. La présomption d'innocence est de rigueur, mais M. Iannucci affirmait dès 2021, dans cette audition que je citais tout à l'heure: s'agissant des 7 procédures en cours, je veux préciser que l'une des banques a accepté les redressements, reconnaissant que les pratiques en cause ne relevaient pas du fonctionnement normal des marchés. En revanche, d'autres banques sont dans la dénégation complète, même face à des cas caricaturaux, avec des prêts de titres la veille de versement d'acompte que l'on parvient à démontrer facilement. Elles nient le mobile fiscal. Fin de citation. De quoi tout de même, vous le reconnaîtrez, être optimiste sur l'issue de ces investigations, n'en déplaise au lobby bancaire qui use et abuse des recours d'obstruction jusqu'à ce que justice soit rendue. En effet, la Fédération bancaire française a déposé un recours au Conseil d'État 2 jours après les perquisitions massives. Mais doit-on croire à ce recours? Il est sans lien avec les perquisitions, mais vise simplement à mettre un terme à l'incertitude qui existe depuis des années sur le sujet,
Cela permettra, nous dit le lobby bancaire, à la place de Paris de bénéficier d'un cadre juridique clair, défini par le Conseil d'État et applicable à l'ensemble des acteurs de marché. » Fin de citation. Nous arrivons donc au cœur du sujet. Le système bancaire tente d'inventer un nouveau concept, aussi innovant que le contournement de l'impôt, la fraude légale entre guillemets. Le débat pourrait être bref si une quelconque éthique s'immisçait dans les considérations des acteurs de la banque et de la finance internationale. Sur le terrain du droit, comment qualifier une pratique qui a pour seul objectif, pour seule intention et pour seule finalité d'échapper à l'impôt? Quel autre qualificatif que celui de fraude doit-on employer? Le Sénat, le Parlement dans son ensemble et le gouvernement ne peuvent laisser croire qu'il existerait une forme de fraude légale. Sans attendre l'effort de clarification, feignant d'espérer, la Fédération française bancaire, le Sénat lui-même, par un amendement porté à l'identique par 5 de nos groupes lors de la séance du 26 novembre 2018 dans le cadre du PLF 2019, marquait la volonté d'affermir le caractère illégal de ces pratiques frauduleuses. Le mécanisme était si bien ficelé que le gouvernement donnait, malgré quelques réserves, un avis de sagesse par la voix de Mme Pannier-Runacher, ministre au banc à l'époque, allant même jusqu'à reconnaître « Nous n'avons pas de meilleure proposition à ce stade du débat ». Il n'a pas fallu attendre plus longtemps que la nouvelle lecture du projet de loi de finances, soit quelques jours, pour que le ministre du Budget, bien aidé de la majorité de l'époque, démonte la proposition du Sénat et vide de tout contenu notre proposition commune. En résulte un dispositif sans substance, sans intérêt et non dissuasif. Par exemple, il suffit, dans le cadre d'un Total Return Swap, excusez-moi cet anglicisme, que la banque et l'actionnaire s'échangent des titres sans conclure, du moins formellement, de contrat de cession. Ont été exclues également les opérations de cession, même celles d'apparence frauduleuse, éloignées de plus de 45 jours, et il suffit donc de nouer son opération de cession le 46e jour. Il ne faut pas, monsieur le ministre, être ingénieur financier pour contrecarrer cette trouvaille législative. Monsieur Iannucci, que j'ai déjà cité, évoquait en ces termes le 1er décembre 2021 l'efficacité de l'article 119 bis A du Code général des impôts. Je répète que nous ne disposons malheureusement pas d'éléments de bilan à ce stade. Je n'ai pas l'impression que les établissements financiers sont très gênés par la période de 45 jours, mais semblent s'organiser en fonction. Fin de citation. Alors, le Sénat a réitéré lors du PLF pour 2022 pour donner de la vigueur à cet article, mais le gouvernement n'en voulait toujours pas. Pour que cessent ces fameuses opérations d'arbitrage de dividendes, il faut que le seul arbitre soit l'administration fiscale. Mais comme tout arbitre, elle doit se doter de règles. C'était l'objet de nos amendements communs. Le gouvernement laisse son administration démunie à l'avenir contre ce phénomène. Il n'y a plus de clause de revoyure à prendre, mais une date à fixer pour légiférer une fois pour toutes afin de mettre un terme à ce pillage fiscal qui lèse les peuples de France et d'ailleurs. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, si vous voulez. 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je veux remercier le groupe CRCE d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de ce débat. Un débat que nous avions entamé il y a cela 4 mois à l'occasion d'un débat ici précédemment sur la question de la fraude fiscale qui avait été proposée par la Commission des finances à la suite du rapport qui avait été remis. C'est un sujet d'importance. Vous avez cité des montants évalués. Moi, je veux rebondir sur un point que vous avez évoqué. Il n'y a pas de fraude légale. Il ne peut pas y avoir de fraude légale. La fraude est illégale. Et notre responsabilité, c'est d'être capable de l'identifier et d'être capable de la sanctionner pour que les fonds qui sont dus à la solidarité nationale et à nos politiques publiques soient effectivement versés et recouvrés par l'administration fiscale. Vous m'avez posé une question très précise et comme je n'ai que 2 minutes, je répondrai à cette question. Il y aura ensuite d'autres questions de sénatrices et de sénateurs. Vous m'avez demandé si, à date, l'administration fiscale a identifié ou pas des schémas de cum-ex en France qui concernent des dossiers français. La réponse est non. À date, il n'y a pas dans les dossiers qui sont à l'étude de schémas cum-ex qui sont surtout manifestement visible côté allemand aujourd'hui. Il y a en revanche des schémas qui ont été identifiés avec des prêts de titres à des résidents en France. C'est sur ce sujet-là que la DGFiP a conduit un certain nombre de procédures, que 2,5 milliards d'euros de droits ont été notifiés, ce qui est une somme importante à l'occasion de la première série de contrôles. Une deuxième série de contrôles a ensuite été engagée. Elle a donné lieu, vous l'avez dit,
pour un certain nombre de dossiers à une saisine du parquet national financier et à une perquisition d'ampleur menée par le service d'enquête judiciaire des finances il y a quelques semaines, qui a été largement médiatisé. Et à mon tour, comme vous l'avez fait, je veux saluer le travail des agents du SEJF comme de l'ensemble de l'administration fiscale sur ce sujet. Merci. Monsieur Bocquet, vous voulez prendre une minute pour répondre? Non.